14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Nous allons parler du couple. Alors le couple aujourd'hui se forme parce qu'il y a de l'amour entre 2 êtres. Et ce qu'on a tendance à un peu oublier, c'est que c'est nouveau et c'est important de le comprendre parce que cela explique en partie pourquoi du coup le couple devient plus fragile. Philippe Breneau est avec nous, il est sexologue bien sûr, mais il est également anthropologue et durant ces 2 heures, eh bien, il pourra nous expliquer comment se fondait le couple avant. Parce qu'avant, c'était dans le but évidemment de fonder une famille, mais c'était également pour s'allier face aux difficultés, notamment matérielles. On était 2, c'était plus facile de traverser toutes les difficultés de la vie et pratiquement personne ne divorçait. Il faut même savoir que c'est la Révolution qui, en 1790, je crois, a créé le divorce pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et je vous propose qu'ensemble, on évoque les raisons qui font qu'un couple va tenir sur le long terme ou pas. Et pour ça, il faut bien sûr que les 2 partenaires qui, au départ, s'aiment, acceptent ensuite de collaborer. Et peut-être que pour ça, il ne faut pas qu'il n'y ait de trop grandes différences à surmonter, comme par exemple un trop grand écart d'âge, une vision totalement différente de la politique, des convictions religieuses ou philosophiques qui seraient totalement différentes, ou tout simplement ce que j'aime appeler un carton rouge. Par exemple, moi qui adore mes chiens, je ne vois pas comment je pourrais vivre avec quelqu'un qui déteste les chiens, et on pourrait citer énormément d'exemples. Alors si vous traversez une phase un peu délicate dans votre relation et que vous voulez savoir s'il y a moyen de continuer ou pas, donc vous pouvez réagir, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, ça fait un beau programme là, de réflexion. Non mais c'est intéressant parce que vous êtes anthropologue, vous le savez bien, les couples pendant des siècles se formaient, mais pas du tout parce qu'ils s'aimaient. Enfin ça arrivait bien sûr quand même. Mais... On les formait, enfin c'était pas eux qui se formaient. Oui, c'était la famille qui décidait. Quand ils se formaient, souvent c'était contre le groupe, la famille, et on allait essayer de défaire cette union contre nature, puisque ce qui était logique, c'était que ça convienne à la société. Et dans ma bande dessinée sur l'incroyable histoire du sexe, et je me souviens avoir fait une vignette au XVIIIe siècle. C'est un homme, un notable qui est à son bureau et qui écrit. Son jeune fils arrive et lui dit « Comment, monsieur, je viens de savoir que vous voulez me marier à madame de... » Et lui, mademoiselle de, pardon, et lui dit « Vous, mon fils, occupez-vous de vos affaires. » C'est-à-dire que le mariage, l'union, était l'affaire parentale. C'était des unions, comme vous l'avez évoqué, pour souvent pour conserver de la fortune, pour faire des alliances commerciales, des alliances de territoire. Oui, pour notamment pour que les terres soient plus voilà, exactement, oui. Par exemple, et en définitive, c'était pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage d'amour. Les historiens des mentalités ça date d'un siècle. Le mariage d'amour, c'est... Dans les personnes du peuple, c'était plus fréquent quand même. C'était presque plus facile de se marier par amour que dans les familles plus aisées. Oui, alors oui et non, parce que effectivement, dans la noblesse, dans des milieux où il y avait suffisamment de biens, il fallait pas les perdre, il fallait trouver des moyens de les conserver et de les augmenter. Mais c'était un petit peu pareil dans le peuple. Dès qu'on avait un commerce, je sais pas quoi, un boulanger va s'allier avec un farinier, et on va pas faire une alliance n'importe où, alors que l'alliance était fructueuse et allait permettre d'augmenter le pouvoir des 2 familles. C'était une histoire de famille. Et d'argent, mariage. En tout cas de biens, au sens matériel du terme. C'est pour ça que moi, personnellement, j'appelle pas ça le couple. Le couple apparaît vraiment dans les années 1970. Les historiens, les sociologues le montrent bien. Auparavant, c'est un mariage, c'est un couple-famille, si on veut. Mais on ne parle pas de couple d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire c'est un mariage, et très souvent, vous savez que le mot même n'était pas utilisé.
et on parlait, on disait que c'était un jeune ménage. Mais il y avait toujours le qualificatif jeune, c'est-à-dire que dès qu'on avait passé la trentaine, c'était terminé. C'est-à-dire tout ce qui était les batifolages peut-être n'existait plus. C'était fait pour faire les enfants. Et c'est pour ça qu'il y avait des bordels, d'ailleurs, pour que les hommes puissent continuer à baiser, parce que les femmes, souvent, à partir du moment où elles avaient mis au monde 2, 3, 4 enfants, elles mettaient en arrêt leur sexualité. Alors, est-ce que je me trompe pas quand je dis que c'est la Révolution qui a créé le divorce pour les premières fois? Alors, on a même dit, là, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est Napoléon lui-même, à la fin de la Révolution, c'est Napoléon qui instaure le divorce et qui va en profiter une des premières fois avec... Mais je sais que c'est pendant la Révolution, avant Napoléon, qu'il y a eu donc la première... ça, je crois. Et je pense que Napoléon a d'abord un petit peu changé cette loi pour la remettre en effet ensuite pour lui-même, puisqu'il a divorcé de Joséphine. Oui, c'est ça. Aux grandes dames d'ailleurs de l'Église, puisque ça avait été un mariage. C'est-à-dire qu'avant, avant il n'y avait pas de divorce. Il y avait ce qu'on appelait, pour les gens qui avaient des moyens et des relations, il y avait l'annulation du mariage. Ça se faisait à Rome parce que il y avait une raison supérieure. Là, il y avait des raisons extraordinaires parce qu'on avait épousé quelqu'un croyant en épouser quelqu'un d'autre, parce qu'on s'était trompé de personne, parce que et à ce moment-là, le mariage étant annulé, on pouvait reconvoler. Oui, parce que les mariages étaient évidemment très religieux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, on se mariage par amour. Or, on connaît la fluctuation du sentiment amoureux. On sait aussi que l'amour, ça se cultive, ça se travaille, et que dès qu'il y a de trop grandes différences, on finit par ne plus supporter l'autre. Donc je voulais qu'on voit un peu ce thème avec vous, Philippe. J'ai donné plusieurs exemples dans l'intro. Vous en voyez évidemment plein d'autres, je suppose. Et avec les auditeurs aussi, parce que c'est... j'aime bien le terme de différence. Parce qu'en fait... tout le problème de la rencontre amoureuse qui va donner, par exemple, un couple, chez la plupart d'entre nous, c'est que on tombe dans une phase, non pas d'illusion, vous savez, l'amour est aveugle, cette phase extraordinaire du choc amoureux, dans lequel il n'y a pas de différence, dans lequel, mais tout le monde le sait, on parle la même langue. Et quand on se réveille 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, c'est pas plus. À ce moment-là, effectivement, on s'aperçoit de différences. On en remet ses lunettes. Et alors, ce sont, vous le dites bien, des différences. Alors, différences d'âge, oui, c'est possible dans les grandes différences d'âge qui sont acceptables aujourd'hui, parce qu'on accepte toutes les unions. Ça ne l'était pas auparavant. On parlait d'un mariage, comment ça s'appelait, une union. Non, j'ai oublié le terme. Il y avait un nom pour ces mariages disproportionnés. Il y a une petite règle, moi je trouve, j'en ai vu souvent, c'est il faut toujours vivre dans la génération du plus jeune. L'inverse est très compliqué. Enfin, c'est un petit conseil. Oui, vous voulez dire, par exemple, si un homme de 50 ans épouse une femme de 20 ans, il faut qu'il se mette dans la génération dans des codes, de la jeune souvent, de 20 ans. Ce qui est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est tout à fait possible. Parce qu'à 50 ans, on n'a peut-être plus envie d'aller en boîte de nuit jusqu'à 2h du mat'. Oui, puis il y a peut-être qu'on a envie, justement. Un certain temps. Ouais. Oui, alors, la différence d'âge, on dit toujours que plus de 20 ans, c'est difficile. On peut. Alors après, il y a pas. Et encore une fois, c'est pas des règles absolues qu'on va donner. Il y a toujours des exceptions. Mais on va donner quand même comment dirais-je, des tendances. Oui. Alors une différence importante de culture, ça peut aussi poser des problèmes, notamment quand arrivent les enfants. Alors c'est vrai, je ne sais pas si c'est ça qui pose problème quand arrivent les enfants, mais moi je dirais qu'il y a 2 différences qui me paraissent très pertinentes, ou du moins intéressantes à réfléchir, et je le vois avec énormément, puisque je vois essentiellement des couples. C'est les différences de culture et la deuxième qui m'échappe, je vais la retrouver. Les différences de culture et même la plupart du temps, je disais, de microculture. Parce que c'est pas tellement souvent les grandes cultures. Tiens, quelqu'un qui est avec... Non, mais je pense par exemple un végétarien avec un amateur de viande, ça à la longue, ça peut poser problème parce que pour les repas, c'est quand même très compliqué.
Complètement. Alors, c'est à la fois de culture personnelle, mais c'est aussi de microculture, soit même dans la France hexagonale. On a par exemple des différences de culture entre des gens complètement de l'Est et complètement du Sud, qui vont avoir quelquefois appris des codes, qui vont s'entrechoquer et qui sont insupportables par des problèmes d'éducation. C'est-à-dire que pourquoi j'accepterais quelque chose que j'ai dû refouler dans mon enfance parce qu'on m'a conditionné autrement. Et maintenant, ça serait ça qui serait facile à vivre. Et moi, je le vois très souvent on sera amené à en reparler parce que j'ai des exemples qui me viennent en tête. Les chocs des microcultures, ça, c'est très très souvent le cas. Et puis si, je sais de quoi je voulais parler, c'était les chocs langagiers, les différences langagières que vous ne m'évoquiez pas là tout à l'heure, mais qui me semblent très importantes, c'est des différences qu'on dit aujourd'hui genrées. Oui, il y a un langage des hommes et il y a un langage des femmes. Et ce n'est pas qu'une histoire de patriarcat ou autre. C'est, par exemple, il n'y a qu'à voir de quelle façon les filles toutes jeunes en primaire parlent entre elles de choses qui sont très éloignées de ce que pensent les petits garçons. Et ces différences de code, on ne les voit plus dans le moment de la rencontre amoureuse, elles vont devenir flagrantes. La majorité des thérapies de couple que je fais sont... On me demande souvent quel est votre métier, et je dis souvent traducteur. Je voudrais écrire un dictionnaire homme-femme. Ce serait une bonne idée, oui. Il y a vraiment quelque chose de très compliqué dans le fait que les différences ne sont pas entendues. Et à ce moment-là, ça donne une sorte de légitimité à des conflits qui sont très difficiles à désamorcer. Mais on fait souvent, moi je fais des séances avec des couples donc hétéros qui vont essayer d'apprendre que l'autre ne parle pas la même langue et de la respecter. Eh bien, on va parler de tout ça. Si vous avez des différences dans votre couple qui parfois vous cassent un peu les pieds, voire plus, vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. On retrouve Vanessa dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, sexologue. Je rappelle que vous avez écrit un livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour. Ça peut être un peu notre fil rouge aujourd'hui. Oui, ça touche pas mal à des choses dont on parle aujourd'hui. Exactement. Alors on va commencer avec Vanessa, et je crois que votre chérie est à vos côtés. Donc bonjour Vanessa, bonjour Brad, hein, c'est bien ça ? Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Vanessa. Bon, pour l'instant, ça va bien entre vous, visiblement. Oui, tout à fait. Et le sujet m'a inspiré un témoignage à deux voix. Ouais. Voilà, parce que quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés autour d'une activité commune. Oui, c'est sportive, je suis... Non ? La danse. La danse, oui, très bien. Voilà. Bon, déjà, ça vous fait un point commun, hein ? Tout à fait. Mais du coup, on n'était pas spécialement dans une attente de relation. C'est en dansant ensemble, en faisant des soirées, des stages, des activités que on a pris du plaisir à être ensemble. Mais très vite aussi, oui. Oui, c'est intéressant parce que ça montre déjà que ça n'a pas été un coup de foudre chez vous, et que donc si vous vous êtes mis à vous aimer, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui vous rapprochaient, vous voyez ? Et en ça, votre témoignage est très intéressant parce que on voit bien, vous vous rencontrez, il se passe rien de particulier, hein, si ce n'est que vous dansez ensemble, vous commencez à échanger. Vous êtes d'accord, Philippe, hein, ça montre bien qu'il n'y a pas eu cette sorte d'attirance immédiate dont on parle. En tout cas, souvent. c'est ce que vous racontez, et c'est très vrai que ce début votre début plutôt, c'est que vous avez une proximité par cette activité commune. Pour l'instant, n'en sait rien de plus, qui va vous amener à vous rapprocher et à vous trouver un intérêt l'un pour l'autre. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est rigolo, la première différence, c'est quand je l'ai vu, physique agréable, mais par exemple, l'aliment, des marques de la tête aux pieds, alors que moi, je suis plutôt du genre à m'habiller en fripe, par exemple. Donc, ça aurait pu être un frein à me dire, oh là là, tu vois, c'est pas mon univers. En tout cas, vous l'avez quand même remarqué, ce qui prouve que ça vous a un petit peu, je ne veux pas dire choqué, mais interpellé. Oui, c'est pas les marques qui vous ont attiré, mais il y a quelque chose d'autre, c'est sa personne, plus que les marques, apparemment.
Tout à fait, c'est ça. Et après, l'humour, la simplicité, le pouvoir discuter facilement et justement au-delà de l'activité commune. Et c'est ce qui a créé des affinités. Mais très vite, on s'est dit, oulala, mais on est vraiment différents. On vient d'univers différents, on a des pratiques différentes, des métiers différents, un âge différent un peu aussi. Ça vous a un peu inquiété quand vous vous êtes rendu compte de vos différences, Vanessa ou Brad? Non, parce qu'au fur et à mesure, ça enrichissait en fait la personne. Ben oui. Les différences amenaient quelque chose en plus chez nous. On D'accord. pouvait échanger plein de choses, plein de sujets. Apprendre à connaître l'autre finalement et à apprendre ses différences. Il y a des choses bien, des choses qu'on pense différemment. Et en fait, ça permet d'échanger énormément. Et de s'enrichir. Donc finalement, peut-être que plutôt que les différences, on devrait parler d'opposition. C'est-à-dire que dans un couple, ça va mal quand on est à l'opposé. On pense à l'opposé, tandis que là, vous êtes dans des différences. Honnêtement, sur le moment, je vois pas trop la On était quand même à l'opposé l'un de l'autre. Sur quoi, par exemple, vous seriez à l'opposé? Sur plein de choses. Moi, je suis boucher de métier. Elle, la viande, c'était pas le truc qu'elle adorait. En fait, il y a plein de choses qui nous opposaient dans les cultures. En fait. nos éducations, nos milieux. Tout. En fait, tout. Brad, lui, venait d'une relation de plus de 20 ans. Moi, j'avais eu deux relations maximum, enfin ça n'avait même pas atteint les 10 ans, et puis un milieu un petit peu libre où j'avais pu expérimenter, avant de le rencontrer, le libertinage, mais du coup quand on a commencé à parler, entre guillemets, enfin intimité, ça aurait pu choquer et clasher. Et au contraire, on est resté ouverts l'un à l'autre, en fait, en cherchant à comprendre. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Là, c'est un petit peu plus d'1 an. Ah bah oui, bah voilà, c'est pour ça que pour l'instant ça va bien. Non, Oui. je plaisante. Merci. Non, je plaisante. Mais moi, j'avais pas compris. Je croyais que ça allait mal. En fait, vous allez bien tous les deux. On va très bien. Et alors, ça montre bien aussi qu'on peut être très bien, avec beaucoup de différences. Alors, avec le fait, exactement ce que souligne Brigitte, c'est que vous êtes dans cette période des 2 ans où il y a quand même quelque chose qui est... Vous avez senti qu'il y avait un attachement qui existe entre vous. Tout d'un coup, vous êtes aperçu de ça quand même. Ça s'est instauré assez vite quand même. Et moi, pour ma part, je trouve que au-delà des différences, parce que tout à l'heure Brigitte m'a posé la question parce que ça m'avait inquiété. Moi, ça aurait pu m'inquiéter par rapport à mes expériences passées, justement, ces différences. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'en finalement, au-delà des différences, on avait des valeurs communes. Oui. Même si les expériences avaient été différentes, on se retrouvait sur ces valeurs. Ah bah oui, mais les valeurs, c'est un des points essentiels du couple, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez des valeurs communes dans la notion que vous avez de ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que la vie en couple, etc., je suppose. Et de ce que c'est que la société, enfin... Oui, tout à fait. Et puis sur les relations amicales, sur comment on est au monde, en fait... Et ça, très vite, ça nous a rapprochés. Au début, on s'est clairement dit, dans les premières soirées qu'on a pu passer ensemble, on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on est différents. Et puis finalement, on s'est dit, ah oui, mais on est différents, mais on voit le monde de la même façon. Sur la plupart des sujets, hein. Bien sûr, on n'est pas des copies conformes. Hein. Mais ces valeurs... Et cette façon aussi de mais c'est pour ça que dans l'intro, Vanessa et Brad, je parlais des différences, par exemple sur le plan politique, sur le plan philosophique. Et là, on est vraiment dans les valeurs, vous voyez. Si quelqu'un est très écologique et que l'autre est plutôt libéral et totalement contre, ça sera difficile. Climato-sceptique, tout ça va poser des vrais problèmes. Tandis que là, c'était un peu le cas quand même. C'était vraiment le cas même. Quand même. C'était vraiment plutôt écolo, bio, tout ça. Bon, après par mon métier, par l'amour des bêtes, tout ça. J'avais quand même un respect pour l'environnement, tout ça, mais moi, voilà,
Et il y avait plein de choses que je pensais pas comme elle. Enfin, du moins, je pensais pas forcément, quoi. Et Oui, peut-être avec elle, on a échangé beaucoup, le dialogue a amené beaucoup de choses. Et justement, maintenant, on peut plus sensibiliser à ça. Et en fait, le fait d'échanger, ça apporte plein de choses positives. En fait. Oui, mais j'ai compris, vous nous l'avez dit tout à l'heure que vous étiez boucher, mais malgré tout, on peut avoir un sens. Profession, hein. Oui, comme profession, bien sûr. Vous n'êtes pas bouché. Parce que je vois qu'au contraire, une des qualités que vous avez, c'est que vous êtes ouvert à l'autre, l'un et l'autre, j'ai l'impression. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mais vous pouvez avoir un respect de l'animal, même de par votre métier justement, ce qui n'est pas contraire à une valeur de l'écologie au bon sens du terme, parce que le fanatisme écologique est tout aussi inquiétant que l'élevage en batterie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais par exemple, le fait d'être commerçant, avec des idées qui pour moi étaient politiquement orientées, peut-être un peu libérales, capitalistes, c'est pas forcément mes idées de base, oui. De base. Et on a quand même réussi à communiquer, même quand on n'est pas d'accord encore aujourd'hui. En fait, on s'écoute et on s'explique pourquoi. Ça nous a amené à écouter des choses ensemble, à lire des choses ensemble aussi. Et c'est là où est l'enrichissement. Oui, mais parce que vous n'êtes pas bouchés, hein, comme tous les deux, comme le dit Philippe, et puis parce que peut-être aussi vous êtes au début d'une relation, donc vous apprenez à vous découvrir, et vous n'avez pas d'ego surdimensionné, vous êtes persuadé d'avoir raison, et que mais il n'y a pas, pour moi, dans ce que vous racontez, je trouve qu'il n'y a pas de différence fondamentale qui serait problématique dans ce que vous racontez, puisque vous parlez bien des valeurs communes. Et oui, et puis c'est votre capacité, en fait, chacun à entendre, à écouter l'autre. Et Brad le disait bien, que tiens, il s'est sensibilisé à l'environnement, à comprendre des choses qui n'étaient pas... ça veut dire que chacun est ouvert à l'autre, parce que moi je crois que l'attachement, quelque chose qui agit pour nous fabriquer les couples, était déjà en marche. Et à ce moment-là, c'est vrai que votre capacité d'écoute a permis que votre couple existe. C'est un petit peu ça. En tout cas, merci tous les deux. Ah oui, c'est un très beau témoignage. Hein. Mais donc, on va peut-être arrêter l'émission là, puisque de toute façon, on peut dépasser nos différences. Hein. Merci Brad, merci Vanessa. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Justement, c'est un Love Conseil qui va aider les couples. Je vais parler du gouvernement dans un couple. À tout de suite. Le Love Conseil. Alors Philippe Renaud, je propose un gouvernement du couple parce que, alors je ne vais pas parler de politique. Vous allez être ministre du couple, Brigitte. Non, mais c'est important de comprendre qu'un couple, c'est un petit État, si je puis dire, et pour éviter certains conflits, c'est pas mal que le ménage soit géré comme un pays et que chacun de son côté sache de quel ministère il est responsable. Et on peut donc considérer qu'il y a quelqu'un qui est ministre des Finances, quelqu'un qui s'occupe de la santé, quelqu'un qui s'occupe de l'éducation, quelqu'un du sport, de la défense, des affaires étrangères. Enfin bref, on peut continuer à loisir. Hein. Je sais même plus combien on a de ministres, nous, en France. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où, par exemple, on décide que c'est plutôt la femme qui est ministre de la Culture, c'est plutôt elle qui prendra la décision que ce soir on va au cinéma, qu'on ira au théâtre le week-end prochain, etc., etc. Et comme ça donne à chacun des responsabilités et ça peut peut-être planifier certains conflits. C'est marrant, oui. Ça peut être rigolo, en tout cas, à discuter. Oui, à discuter, peut-être à faire des ministères tournants, parce que c'est quand même, il y en a un qui s'est dit, je vois pas pourquoi, depuis 2 ans, tu es ministre des Finances. Ça c'est un grand ministère. Mais je crois que c'est très intéressant, oui, parce que souvent d'ailleurs dans les conflits de couple ça se voit. On dit mais c'est toujours toi qui décides de tout. C'est tout, c'est ce qu'on dit à un homme politique qui serait en charge de gouverner.
C'est une bonne idée, oui. Je suis d'accord. Écoutez, en tout cas, ça peut permettre peut-être de résoudre quelques Love petits conseil. conflits. Et puis, pourquoi pas, ça permet en tout cas de voir si, en effet, dans le couple, chacun est content de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a quand même, c'est quand même à gérer. Hein. Un couple, c'est un ménage. Hein, comme Ça se fait un petit peu avec la répartition des tâches. Mais alors, un conseil aussi à tous les couples qui nous écoutent, c'est très important quand ça se passe comme ça de ne pas assigner à l'autre les tâches qu'il ne désire pas. Et c'est compliqué, c'est d'arriver à ce qui est un espèce de partage, ça se fait partout, sans que ça soit, une association, j'allais dire entre guillemets sadique. Je te demande de faire ce que... Moi, je ne veux pas non faire. Pas ce que je veux pas faire, ce que tu voudrais pas faire. C'est-à-dire que je vais même faire peut-être des choses qui ne te plairaient pas, mais moi je peux y arriver. Et je crois que c'est ça un petit peu qui, dans pas mal de couples, doit être discuté. On ne règle pas ses comptes. Attention. Non, c'est vrai. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Renaud. Bonjour Muriel. Alors moi j'appelle par rapport à mon fils. Oui. Il a été en relation pendant 3 ans avec une jeune fille. Ça a été son premier amour d'ailleurs. Alors d'une catégorie socio-professionnelle très très élevée. Ses parents et sont toujours très occupés. Et du coup elle a été élevée par des nounous. Voilà. Et du coup, mon fils a vu, c'est une très belle personne, hein, ça n'empêche. Mon fils a vu le côté réussite sociale, a vu le côté paraître en plus de cette belle personne. Et du coup, je pense qu'il s'est brûlé un peu les ailes parce qu'à un moment donné, ça correspondait plus à sa façon, à notre éducation. Il se trouvait à faire des sorties ou des vacances en bateau, alors que nous, on était loin de ça. Et par contre, elle a été très, très ouverte. Elle a été très à l'écoute de notre fonctionnement familial. Et du coup, on ne voyait pas qu'elle était issue d'un milieu très très favorisé. Elle était caméléon. En fait, elle était très souple. Elle suivait. Elle savait s'adapter à votre niveau, oui. Complètement. Et du coup, ce qui a fait sa force, c'est justement, moi j'ai cru, je me suis dit, justement, cette différence, c'est une force, même une valeur, et c'est même plus un handicap. Voilà, j'en étais à penser ça parce que j'étais un peu inquiète quand même. Voilà. D'ailleurs, nous n'avons jamais rencontré les parents. J'étais très très mal à l'aise. Voilà. Non, mais votre témoignage, oui, justement, votre témoignage est intéressant, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi ça s'est terminé. Et alors, oui. Alors ça s'est terminé parce qu'en fait mon fils avec le temps ne s'est pas inscrit dans ses valeurs, dans ses projections. Elle avait des projections qui étaient en rapport avec son niveau de vie et lui ne suivait plus. C'est pas ce qu'il voulait en fait. Voilà. Donc ça lui a ouvert les yeux et il s'est rendu compte qu'il pouvait pas faire famille ou se projeter au long cours avec cette personne-là. Alors c'est quelque chose personnellement que j'ai souvent vu. Depuis, moi ça fait 30 ans que je fais des thérapies de couple. Alors on voit des différences entre des milieux sociaux assez différents, totalement dans la même culture, franco-française, ok. Et à l'opposé de ce qu'on aurait imaginé, c'est toujours beaucoup plus blessant et très compliqué pour j'aime pas dire le terme le mieux moins favorisé, puisqu'on vous parliez de ce terme de favori. Alors que très souvent l'adaptation se fait beaucoup plus simplement, et ça ne veut pas dire que les gens aient plus de valeur, parmi ceux qui ont de très grands moyens, parce que regardez, comme vous le disiez, vous n'avez jamais rencontré les parents, mais d'un autre côté, c'est peut-être très compliqué pour vous de vous trouver en présence de gens, même s'ils ne sont pas hautains, pour lesquels, quand il y a des structures sociales aussi éloignées, quelquefois on a beaucoup de difficultés à s'affronter. Moi je dirais, il y a une règle, et j'ai aidé des gens à essayer de faire ça, c'est que quand on est adulte, on est d'égal à égal avec tous les autres. Mais oui, mais ça peut
pas s'inventer tout de suite. Pensez si vous allez les rencontrer, que vous êtes d'égal à égal avec des valeurs différentes. Ce n'est pas le problème du moyen financier, mais plutôt de l'image qu'on se fait, l'image qui, en plus, si les personnes sont dédaigneuses. Mais là, vous ne savez pas, puisque vous ne les avez pas rencontrées. Mais ce qui est quand même ce qui est intéressant, Muriel, et ça je l'ai remarqué, c'est que c'est généralement la personne qui est du niveau social le plus élevé qui va assez facilement s'adapter, parce que c'est toujours plus facile de s'adapter à quelque chose qui est en dessous de nous que quelque chose qui est au-dessus. Et par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est plus facile pour un couple qui se formerait quand c'est la fille qui est d'un niveau plus bas que quand c'est le garçon. Alors ça, c'est encore peut-être dû au fameux patriarcat, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais ce qui est intéressant de toute façon, je trouve, c'est que pour votre fils, ça a été une belle expérience, parce que d'abord, il a côtoyé un autre milieu, et c'est de toute façon très enrichissant quand on est jeune de côtoyer d'autres cultures, d'autres milieux. Et puis visiblement, elle ne l'a pas ridiculisé. Elle a su l'intégrer à sa vie, quoi. Tout à fait. Tout à fait. La rupture a été d'autant plus difficile pour lui parce que il était sur un nuage vis-à-vis des autres, de ses copains, de son environnement proche aussi. Il était fier d'elle, il était fier de sa réussite aussi. Et je pense que au fond de lui-même, je pense qu'au fond de lui-même, il savait qu'à un moment donné, ça n'allait pas matcher. Il était dans le déni parce qu'il y avait des sous-entendus par rapport à des projections, par rapport à faire famille, alors qu'il était bien jeune. Il sentait au fond de lui-même que ça n'allait pas coller, que c'était pas possible. Il y avait d'autres besoins. Ils avaient Oui. Ils sont restés combien de temps ensemble, Muriel? 3 années. Ouais, 3 ans. Donc s'il a jamais beaucoup de sacrifices. Oui, mais il a jamais été. Vous n'avez pas rencontré ses parents, mais est-ce que lui a rencontré les parents de cette jeune fille? Oui. D'ailleurs, à la rupture, il y a eu un échange qui a été très émouvant. Je pense qu'ils ont été contents que leur fille rencontre mon fils et moi de même, parce que c'est une très très belle personne et je pense qu'elle a fait avancer aussi. Voilà. Ouais. Mais en effet, on peut penser que cette différence importante a joué dans le... Moi, je l'ai vu, donc je le disais combien de fois, la rupture étant... Moi, dans ce que j'ai la plupart du temps remarqué, c'était dans un milieu ouvrier, par exemple, qui accepte mal, parce qu'il y a aussi, quand même, vous voyez ce que l'on dit, Muriel, il y a quand même des valeurs que l'on a, et notamment dans le monde ouvrier, il y a des choses compliquées qui sont quand même les luttes qui existent pas de la même façon aujourd'hui, mais il y avait des vraies luttes il y a 30-40 ans qui avait des milieux profiteurs, et ça existe toujours, ça se dit de la même façon, on le comprend quelquefois différemment. Et à ce moment-là, c'est pas possible d'entrer en contact. Et ces différences de représentation, eh bien souvent vont faire qu'au long cours, c'est pas possible. Mais la rupture venant du milieu, moi je dirais souvent, moi je l'ai vu du milieu plutôt ouvrier. Ah oui. Et là, justement, au contraire, moi, ce que je craignais, parce qu'elle était très ouverte, tout ça, moi, ce que je craignais, c'était pour elle, je me suis dit, la pauvre, elle n'a pas connu cette éducation avec des souvenirs d'enfance avec les parents. Elle était décodée entre guillemets. Elle nous écoutait avec des anecdotes familiales qu'elle n'avait pas. Du coup, je dis, la pauvre, elle est passée à côté des valeurs qui, pour moi, sont très très importantes. Et je pense que ça l'a fait aussi réfléchir de son histoire, de son histoire. Oui, elle a certainement aussi appris grâce à cette relation. Qui était un petit peu différente, oui, bien sûr. Merci beaucoup de votre témoignage, Muriel. C'est un joli témoignage, et là, encore une fois, on voit, ça a tenu 3 ans, c'est ce que vous disiez, ça tient... pas sur le long cours, malheureusement. Bien sûr, et puis vraiment, la différence de milieux sociaux, elle est évidente.
elle va, tant qu'il y a des représentations aussi différentes des autres, de cet autre milieu, c'est un motif de rupture. On va faire une petite pause et puis on continue à vous écouter. Allez. Sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Toujours avec Philippe Breneau, nous essayons de comprendre les différences de couple qui séparent, hein, et qu'il faut donc bien analyser avant de peut-être justement se marier ou surtout de faire des enfants, parce que c'est là parfois où les choses sont encore plus criantes. On retrouve Pierre maintenant. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Je vous appelle car voilà, j'ai Tristan et Zach qui m'ont contacté parce que je vous ai vu la semaine dernière au sujet de ma fille. Oui. Vous vous rappelez. J'étais avec Philippe Arlin, je crois. Hein, oui. Tout à fait, c'est cela. Et c'est toujours pour elle, donc je vous appelle parce qu'on arrive un peu à discuter avec elle justement. Et on se rend compte que une partie de leur problème est due, je pense, à une différence de mode de vie, quoi, si vous voulez. Parce que nous, on a toujours été habitués, elle a toujours été habituée quand elle vivait sous notre toit, que chez nous, c'est un petit peu, comment dire, l'auberge espagnole, un petit peu. Les repas à la bonne franquette, quand quelqu'un vient à la maison, c'est pas rare qu'il reste boire l'apéro, boire le café, manger, enfin voilà. Si je me souviens bien, Pierre, hein, pour que Philippe Breneau soit au courant, c'est l'ami de votre fille lui a dit qu'il ne l'aimait plus parce qu'il avait une relation extra-conjugale, hein, c'est bien ça? C'est cela. Et on vous avait conseillé de lui dire, en effet, d'aller vivre cette histoire, mais d'éventuellement de dire qu'elle était toujours disponible s'il voulait revenir, hein, je crois. Voilà, tout à fait. Allez-y. Tout à fait. Alors, comment vous nous avez conseillé cela? C'est-à-dire, on laisse faire. C'est-à-dire, nous, on n'est pas intervenu. On n'a pas cherché à contacter son conjoint, à y aller le voir et tout, puisque notre fille ne nous y autorise pas, entre guillemets, parce qu'elle a, comme elle le dit très bien, elle a peur que ça lui retombe dessus. Elle a peur que son copain ne veuille pas nous voir. Alors ça fait qu'on n'y va pas. Alors jusqu'à quel point peut-on laisser la situation comme ça, sachant que vu l'adultère, son concubin mène une double vie depuis plusieurs mois. On l'a appris la semaine dernière. Et jusqu'à quel point c'est pas nocif. Pour ma fille, ça l'est parce qu'elle est très malheureuse, elle fait qu'opérer. Et le petit aussi qui a 1 an. Jusqu'à quel point, pour le bien-être de notre petit-fils et de notre fille, jusqu'à quel point peut-on laisser cela comme ça et ne pas intervenir? C'est ça. On voudrait savoir, nous, la marche à suivre en tant que parents et famille. Notre fille, on communique beaucoup ensemble. Là, elle est avec ma femme en ce moment, mais voilà. On ne sait pas la marche à adopter. Doit-on les laisser? Doit-on intervenir, nous, pour essayer de... C'est compliqué, hein. Alors je rentre dans une histoire là, Brigitte l'a dessinée de façon très simple, hein, j'ai bien entendu. Vous êtes très préoccupé par ce qui se passe pour votre fille. Elle a quel âge d'abord, votre fille? 30 ans, ils ont 30 ans tous les deux. Ils ont 30 ans tous les deux et ils ont un enfant de 1 an. Tout à fait. Et c'est bien gentil, effectivement, comme vous dites, il dit qu'il l'aime plus et qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, enfin oui, il est avec quelqu'un d'autre. La difficulté chez les gens adultes, c'est que, majeur, c'est que c'est vrai que c'est l'histoire de votre fille, alors elle veut pas vous faire rentrer trop dans son histoire. Je dirais que c'est son histoire à elle. C'est compliqué, mais en tant que parent, je comprends bien, surtout avec un petit enfant tout petit. Elle a peur, je comprends pas, elle a peur de quoi? De la violence, parce que c'est apparemment ça. S'il savait qu'elle vous en avait parlé, c'est ça? De la violence, non. Elle nous a promis que non, parce que sinon, là, par contre, je pense que je n'aurais pas écouté, je serais intervenu. Mais elle nous dit que non, ça peut qu'empirer les choses, d'après elle, si on y va, et ça va jouer contre elle. Parce qu'elle a encore un petit relent d'amour envers lui. Oui. C'est pour cela. Sinon, si elle l'aimait plus du tout, voilà, ce serait totalement différent. Mais oui. Alors simplement, un mot que je peux vous dire, mais je ne parle pas de votre histoire personnellement, parce que je la connais pas. Mais
C'est vrai qu'aujourd'hui, les histoires se règlent entre deux personnes adultes, c'est-à-dire votre fille et son conjoint, puisqu'ils habitent apparemment... et que les parents n'interviennent plus comme ils le faisaient il y a des décennies, et comme ils le faisaient autrefois. Elle a raison d'une certaine façon, parce qu'elle sait que certainement il va prendre mal telle ou telle chose. Est-ce que ça aidera beaucoup? J'en sais rien. Il n'y a pas vraiment de règle à vous donner. Peut-être d'écouter ce qu'elle vous dit. Je ne sais pas. Brigitte, vous avez peut-être une autre idée. Moi, je crois, Pierre, dans ces cas-là, que c'est pas mal de créer un temps de latence, si je puis dire. C'est-à-dire que il est parti, il est amoureux d'une autre femme, mais en même temps, il vient d'avoir un enfant avec votre fille. Il y a certainement eu de l'amour entre eux. On peut penser que c'est peut-être une passade, et si c'est une passade, il est préférable en effet que vous vous mêliez pas trop de leur histoire, pour que vous restiez un petit peu en dehors de tout ça. Alors une passade, moi je serais assez pour dire, écoutez, essayez pendant 6 mois de rester un peu en dehors de tout ça. Si dans 6 mois il n'est pas revenu, il n'a pas bougé, à ce moment-là, je crois qu'il serait vraiment important que vous puissiez aider votre fille d'abord à ce qu'elle puisse officiellement avoir la garde de l'enfant. Moi, je vous conseillerais quand même de manière discrète de bien avoir des preuves comme quoi il a quitté le domicile conjugal, pour que si dans 6 mois il faille... Ils vivent toujours sous le même toit. Ma fille a obtenu, rien qu'il y a quelques jours, que enfin, comme c'est lui qui a décollé, quoi, qui est parti voir une autre femme, mais ils vivent toujours sous le même toit. Mais là, depuis quelques jours, il dort sur le canapé, parce que monsieur venait quand même dormir dans le lit à côté de ma fille. Et alors que on entend votre colère. Oui, mais alors s'il est toujours sous le même toit, raison de plus pour que vous n'interveniez pas. Je crois, parce que là, si vous intervenez, forcément, ça va mettre de l'huile sur le feu entre eux. Écoutez, j'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, que votre fille est assez maligne quand même. Qu'elle souffre, ça c'est sûr, c'est horrible ce qu'elle est en train de traverser. Je le souhaite à personne. C'est toujours très... Enfin, je veux dire, surtout qu'elle est maman depuis d'un petit garçon d'1 an, c'est quand même très compliqué ce qu'il lui fait subir. Mais elle a l'air d'être assez maligne, donc faites-lui confiance et restez en dehors de tout ça. Par contre, en effet, si dans 6 mois rien n'a bougé, là, je pense qu'il faut vraiment aider votre fille à prendre les bonnes initiatives pour que parce que sinon elle va souffrir au long cours comme ça. C'est ridicule. Et peut-être que si lui désire, parle toujours d'une autre vie, peut-être qu'il pourrait essayer de voir quelqu'un qui quelquefois amène, lorsqu'ils parlent ensemble, à leur faire reconnaître que, par exemple, il existe toujours quelque chose entre eux, ou alors qu'il n'en existe plus. Ils peuvent, votre fille peut peut-être ramener cette idée que dans quelque temps, ils puissent parler ensemble avec quelqu'un, un tiers, mais qui soit pas la famille. Alors, il y a peut-être juste un petit message de manière très discrète, mais très intelligente, que vous pouvez faire passer à votre fille. Elle pourrait dire à un moment donné à son compagnon, mais tu sais, maintenant que tu vis une autre histoire, moi, j'aimerais bien aussi pouvoir vivre une autre histoire, donc il faudrait peut-être de temps en temps que tu me laisses le champ libre. Vous voyez, ça peut créer un électrochoc. Une jalousie qui est un sursaut amoureux. Enfin, il peut se rendre compte que... Vous êtes d'accord, Philippe? Je tiens complètement à elle, bien sûr. Oui, vous voyez. D'accord. Même si elle en a aucune envie, parce qu'à mon avis, elle en a aucune envie. Mais c'est pour juste laisser entendre que, ok, il s'en va, mais que elle va pas l'attendre comme Pénélope, et que peut-être elle peut, elle aussi, finalement, aimer quelqu'un d'autre. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est notre fille qui nous a dit, mais je ne comprends plus, parce que ce dimanche-là, ils avaient un repas de famille chez la famille de son conjoint. Et contre toute attente, il lui a dit, si tu veux, tu peux venir si tu veux. Mais ça confirme mon intuition que je vous avais donnée l'autre jour. Je pense qu'il a été complètement déstabilisé par la naissance de cet enfant, et que c'est une fuite, cet amour pour quelqu'un d'autre, et c'est une fuite qui
peut-être, je l'espère pour votre fille, ne va pas durer longtemps. Parce que si en effet il soigne les apparences en emmenant votre fille chez sa famille, ça montre bien que il a quand même ce lien familial avec votre fille. Alors, un dernier conseil très simple, Pierre, plutôt que de le dire à votre fille, proposez-lui d'écouter le podcast de l'émission, parce qu'elle va l'entendre de la bouche de Brigitte et ça lui parlera bien. C'est pas faux. Merci Pierre, en tout cas, merci de votre confiance. On fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est des situations toujours très difficiles. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après les infos. Et vous aussi, vous pouvez réagir, même si c'est vos enfants, ou votre sœur, ou votre oncle, ou je ne sais qui. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Pourquoi c'est si compliqué l'amour? C'est un livre de Philippe Breneau. Il était sorti chez qui? Aux éditions des Arènes. Les Arènes, oui, comme beaucoup de vos livres. Toujours aux Arènes. Pourquoi c'est si compliqué l'amour? Parce que c'est la question qui se pose pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Oui. Mais oui, on s'interroge tous. Et bon, il y a notamment l'idée des différences. Brigitte, vous avez raison. Est-ce que le vécu des différences est compatible avec une histoire au long cours. Le couple au long cours? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est un peu, je crois, la question que se pose Nathalie. Bonjour Nathalie, merci de nous rejoindre. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour merci Nathalie. de prendre mon appel. Je vous en prie, ça me fait plaisir de vous écouter et peut-être de vous aider. Allez-y, racontez-nous. Vous avez rencontré quelqu'un il y a 3 ans, c'est ça? Voilà, il y a 3 ans, bientôt 4 ans. C'est une personne avec qui, au début, c'était vraiment une évidence, une bonne entente. On avait tous les deux, moi j'ai 56 ans, et lui, il a 10 ans de plus que moi. Et on avait tous les deux envie d'avoir une relation sérieuse et on avait plein de valeurs communes. Donc c'était super. Et on habitait séparément. Et lui, et puis les choses ont fait que c'était beaucoup plus simple que d'habiter ensemble. Donc au bout de 1 an et demi, on a habité ensemble. Qui est-ce qui est venu chez l'autre? C'est lui qui est venu chez moi. D'accord, oui. Et donc ça a continué à être super, mais bon, un peu plus compliqué, surtout pour moi en fait. Et puis je me rends compte à des moments que j'ai comme une sensation un petit peu d'étouffer. En fait, je me pose un peu la question de finalement qu'est-ce que l'amour? Il y a plein de choses qui vont bien avec lui, mais je suis pas comme dans la passion où quand je le vois le matin, je vais être complètement émerveillée. Et puis lui est très très pressant, il veut toujours tout faire avec moi. Et j'ai un peu l'impression d'étouffer. Il est toujours aussi en demande de savoir si je l'aime. Et du coup, cette pression continuelle, ça me fait me poser des questions parce qu'il est plus en demande que moi. Mais de notre côté, on s'entend bien sur certaines choses. On rigole, même ensemble. Ça, je pense que c'est important d'avoir ces moments de partage. Mais en fait, je me pose la question de savoir... si je dois rester avec lui. Écoutez, Nathalie, dans ce que vous racontez, il n'y a rien qui laisse à penser qu'il faut arrêter cette relation. En revanche, je pense qu'il va falloir que vous retrouviez un petit peu de votre indépendance. Et ça va pas être simple, parce que c'est toujours compliqué de faire marche arrière, surtout si en plus il doute et qu'il a besoin sans cesse d'être assuré que vous l'aimiez. Oui. Mais néanmoins, je pense qu'il faut absolument que vous imposiez peut-être 2 soirs par semaine où vous n'êtes pas ensemble. Alors comme vous habitez ensemble, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et peut-être qu'il faut absolument que vous ayez dans votre appartement un endroit qui soit votre territoire, parce que là, il a envahi votre territoire. Et ça, pour une femme, j'ai remarqué que c'était souvent très compliqué, notamment par exemple quand on est avec un homme qui tout d'un coup se retrouve à la retraite ou qui change de métier et qui, au lieu d'être toute la semaine en déplacement, il est là tous les soirs. Et je pense que vous étouffez parce qu'en effet, vous avez plus votre liberté de voir éventuellement une amie, d'avoir tout simplement un soir envie de vous faire un plateau repas sans être obligé de faire la cuisine. C'est des choses qui sont très compréhensibles. Mais je vois pas pourquoi il faudrait mettre un terme à une relation qui, quand même, dans ce que vous dites, a des avantages, voyez.
Mais là, pour arriver à lui faire un peu marche arrière, bon courage. Mais oui, la difficulté, c'est ce que raconte Brigitte, hein, que au début où on se met ensemble, on ne fait pas attention qu'on prend des habitudes de l'un, de l'autre. Et là, vous avez pris sûrement l'habitude, ce qu'on voit souvent, on fait tout ensemble dans un premier temps. Je me souviens combien de fois, dans un vrai choc amoureux, des personnes qui m'ont dit, mais j'ai été scotché pendant 8 jours, 1 mois, on ne s'est pas lâché la main. Bon, après, effectivement, on s'est pas éloigné, mais cette fusion, elle est logique, normale dans ce moment dense de rencontre. Surtout, il y a une autre chose, vous avez un certain âge, et vous allez vous dire, je vais pas faire 36 rencontres dans ma vie encore. Ce qui fait qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de... On se raccroche, je ne veux pas dire un dernier wagon, mais c'est vrai qu'il y a... Vous savez, je dis dans le couple, la plus grande angoisse, vais-je disparaître seul ? Vais-je poursuivre ma vie ou terminer ma vie seule ? Et en fait, c'est ce que l'on voit dans ces attachements très forts, un peu plus du milieu de la vie. Eh bien, de quelle façon j'ai très peur que le couple s'arrête. Il a très peur, peut-être que le couple s'arrête, peut-être qu'il a toujours été très fusionnel comme ça. Et ça vous correspond pas tout à fait. Vous savez, vous connaissez le très beau roman son nom m'échappe, vous allez me le dire. Non. Une chambre à soi. Non, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas le roman, c'est qu'elle revendique une chambre à soi. Oui, je vois très bien de qui vous parlez, mais je n'ai pas. L'écrivaine, la romancière américaine, anglaise, je crois d'ailleurs. Anglaise, pardon. Mais je vois très bien, oui, c'est une femme. C'était pour l'époque, c'était un livre féministe puisqu'elle réclamait. C'est-à-dire que vous n'avez pas une chambre à vous. Vous n'avez pas, vous pouvez pas avoir. Et peut-être, est-ce qu'il comprend ? Est-ce que vous en parlez avec lui ? Est-ce qu'il comprend votre besoin ? Parce que très souvent, moi j'ai vu quand je suis des couples et on pose cette question, exactement ce que vous dites, dans une séance de thérapie de couple, très souvent, c'est une femme qui demande un petit peu de distance. Tiens, je pourrais prendre un appartement. La réaction masculine, elle est d'abord non, c'est pas supportable. En grande partie, c'est comme si c'était assimilé à une tromperie. Tu vas aller, mais c'est pas pour vivre une autre vie, c'est au contraire pour vivre cette vie pleinement. Et est-ce que vous en avez parlé ensemble ? Oui, je lui en ai fait part parce que ça devenait très difficile pour moi, et ce d'autant plus qu'il va être à la retraite. Ah oui. Et il va se consacrer à moi, me dit-il. Et moi, j'ai l'habitude d'avoir des hommes dans ma vie qui étaient très actifs, avec un métier très prenant, comme ça a été pour lui. Et là, ça me fait peur parce qu'il est prêt même à faire mon chauffeur pour m'emmener travailler. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que je lui ai dit que ça allait pas trop mal et comme ça. Mais il le prend mal, il le prend comme s'il était délaissé, du coup. Oui, mais je crois qu'il va falloir que vous soyez très ferme. D'abord parce que vous pouvez déjà lui répondre, tu es gentil, mais j'ai 56 ans, j'ai bien vécu, je sais qui je suis et j'ai pas besoin d'un tuteur. Hein, ça c'est quand même important parce que c'est une capacité masculine à toujours croire qu'ils sont Pygmalion. Non, en tant que femme, vous vous êtes réalisée toute seule et vous n'avez pas besoin, de lui pour savoir qui vous êtes. Voyez. Donc je crois qu'il faut, de toute façon, la relation, si vous ne faites rien, elle va tout doucement pourrir parce que vous allez étouffer, justement, vous allez manquer d'air. Donc je crois qu'il faut vraiment être très ferme. Moi, je crois que l'idéal, ce serait, si c'est possible pour vous, qu'il y ait peut-être une petite chambre quelque part, une petite chambre de bonne, un tout petit studio où l'un ou l'autre va passer de temps en temps une soirée et puis que vous puissiez avoir un peu de liberté. Oui, ok. Si vous en avez les moyens, ce serait la solution idéale. Alors, il va peut-être très mal le prendre, mais c'est ça ou sinon il vous perd. Hein. Oui, et puis, vous n'osez pas. A priori, dans les termes que vous avez utilisés, vous avez dit oui, j'ai avancé l'idée. Vous avez peur de le dire vraiment. C'est-à-dire, vous le dites un petit peu à moitié.
J'ai peur de le blesser, qu'il soit malheureux. Et, mais attendez, non, mais non. Il sera peut-être malheureux, mais sinon c'est vous qui serez très malheureuse. Oui. Vous savez, Nathalie, c'est pour vous, pour le couple, et donc pour lui, puisqu'il n'a pas envie de vous perdre. Et comme je crois qu'il est vraiment très dépendant de vous, il sera obligé d'accepter. D'accord. Donc soyez sûr de vous. Peut-être que si vous avez vraiment du mal, écrivez les choses pour qu'il puisse les lire tranquillement. Et puis, oui, c'est ça, lui écrire. Et peut-être, mais arriver à en parler en lui disant, mais attends, c'est pas contre toi. On a chacun des manières différentes de vivre. J'ai toujours eu une autonomie. Peut-être dire, attention, le terme de liberté, peut-être pas trop l'utiliser, parce que les hommes l'entendent, comme je disais tout à l'heure, comme une sorte de tu vas me tromper, tu vas avoir ta vie à toi. Et oui, mais de dire que moi, au contraire, je suis moi-même. Ce que tu aimes, ce que je suis, c'est justement parce que j'ai une part de liberté, de faire ceci, de faire cela, et qu'ils comprennent aussi qu'on ne rend pas compte de tout. Peut-être lui dire, se dire tout faire ensemble, c'est de l'ordre de l'enfance. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. C'est ce que j'essaye de lui dire, oui. Même pour manger ou boire, il devance le fait de, si j'ai faim, pas faim, en m'apportant des choses pour que je mange, il m'habille parce qu'il pense que j'ai froid. Ah bah ça, il est trop amoureux et il est temps de le renvoyer. Mais il faut qu'il existe pour lui aussi, vous voyez. C'est le problème, c'est cette dépendance amoureuse. Il ne vit qu'à travers vous, et ça ne peut pas tenir de toute façon. Que ce soit une femme ou un homme, quand on vit à travers l'autre, ça ne peut pas tenir. Bien sûr. Alors au début, il va pas être d'accord, il va souffrir, et puis à un moment donné, il va apprendre à retrouver un peu de vie pour lui, et vous verrez, si vous arrivez à être ferme, vous verrez que dans 1 an, 2 ans, il vous remerciera. Oui, bien sûr. Croyez mon expérience, Nathalie, croyez mon expérience. Merci en tout cas, bon courage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, bien sûr, 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Go. Toujours en compagnie de Philippe Breneau, on évoque le couple, l'engagement, les difficultés que rencontrent parfois les couples, justement quand il y a des différences importantes. C'est Jean-Bernard qui est avec nous. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jean-Bernard. On vous écoute, allez-y. Vous êtes du Sud. Donc, j'ai divorcé au bout de 51 ans de mariage. 51 ans de mariage, dites donc. Oui, et dis donc, oui. Mais c'est pas facile à vivre, voilà. Et on a eu une vie, je veux dire, pratiquement modèle. On avait une entreprise, on vivait ensemble dans le travail, bien sûr à la maison, tout allait bien, jusqu'au jour où mon fils a eu un accident de voiture. Et à partir de là, on a été un peu perturbés, bien sûr. Voilà. Mais votre fils a eu un accident de voiture, mais il s'en est sorti ou pas? Et non. Il est décédé. Il a été tué sur le coup. Voilà. D'accord, oui. Il est décédé en 2004. Voilà. D'accord. Et ça a créé entre vous quelque chose de terrible parce que vous êtes pas compris, quoi. C'est-à-dire que vous aviez chacun sans doute une réaction très différente face à ce traumatisme. Oui. On n'a pas su en parler. Je ne suis jamais revenu au cimetière avec ma femme, hormis l'année où on a divorcé. Voilà. Donc ça a été douloureux. Voilà. Vous avez divorcé il y a combien de temps? Donc, ça fait 1 an. Voilà. Ça fait 1 an. Donc vous avez divorcé finalement 20 ans après la mort de votre fils. C'est ça. Donc vous avez vécu 20 ans dans le silence, dans une sorte de comment dirais-je, oui, de silence. Tout à fait. Et chacun avec sa souffrance. Tout à fait. Avec sûrement la même souffrance, mais on ne sait pas l'exprimer, on ne sait pas en parler, voilà. Et en suivant, bien sûr, j'avais une entreprise intéressante. Et quand j'ai voulu céder l'entreprise aux enfants, les enfants se sont fâchés.
Et donc, voilà, là, ça a encore perturbé le couple. Voilà. Et donc, je n'ai pas su, peut-être comprendre ma femme, qui était quand même une femme modèle, mais quelque part un peu trop secrète. Voilà. Voilà. Si je peux le... Bien sûr, Jean-Bernard, moi j'entends bien hein, votre souffrance, et c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne souffre pas, et c'est bien parce qu'on ne parle pas que la souffrance reste là. Les mots, enfin moi je le sais, la souffrance, il faut l'exprimer, il faut pleurer, il faut crier, il faut, voilà. Et c'est tellement impudique. Quand c'est une douleur aussi intense que perdre un fils, c'est la pire des choses qui peuvent arriver à un parent. Hein. C'est tellement impudique que on n'ose pas le faire. Et malheureusement, c'est ce qui a détruit votre couple. Oui. Oui. C'est ce que vous dites. J'ai cru entendre le mot où vous disiez on n'a pas su en parler. Je crois que c'est ça que vous avez dit. Oui, tout à fait. Vous n'en avez jamais parlé, en fait. Non. Non. Parce qu'on était dans la souffrance. J'imagine que ma femme était dans la souffrance, comme moi je l'ai été, sûrement elle encore plus. Et elle était peut-être dans l'attente, justement, que vous en parliez. Oui, peut-être. Alors, vous savez, on ne sait pas lequel des deux souffre le plus, c'est pas le problème. Et puis on souffre différemment. Vous êtes peut-être jeté un peu plus dans le travail. C'est souvent comme ça que réagissent les hommes par l'action et les femmes par la dépression. C'est souvent comme ça que ça se passe, mais c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher à notre culture judéo-chrétienne où on ne parle pas, on doit rester... mais c'est une erreur, hein, c'est évidemment une erreur. Et pendant 50 ans de mariage, vous n'avez jamais parlé de rien, en fait? Non. Alors ma femme, je veux dire, moi j'ai le défaut, je parle peut-être un peu trop, peut-être on pourrait y dire quelquefois. Mais ma femme, c'est une femme très secrète. Voilà, elle ne fait pas de vagues, tout va toujours bien. C'est pour ça que quand elle est partie, je suis tombé des nues. Voilà. J'ai pas compris. Aujourd'hui, je le comprends un peu mieux, bien entendu. Qu'on aurait dû parler beaucoup plus. Elle est partie sans dire un mot. Tout à fait. Elle m'a laissé une petite lettre. Voilà. Je m'en vais. Je demande le divorce. Voilà. Et donc, c'est dur à avaler, comme on dit. Voilà. Oui, ce qu'elle vous disait, en fait, c'est... Tu te rends pas... Enfin, je me permets de dire... Hein, tu te rends pas compte... Tu n'as pas répondu à tous les messages que j'ai envoyés. Elle a envoyé des messages. Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a des langages différents. Il y a des femmes qui ne parlent pas, comme sûrement c'est son cas à elle, mais qui disent les choses d'une autre façon. Alors peut-être ça a été dit par des choses qui ne sont pas explicites. La plupart des hommes, on va dire des choses entières, et les femmes vont le dire de façon discrète, peut-être par des... Je voulais vous couper, parce que ce que vous me dites, c'est tout à fait exact. Ma femme m'a dit 3 ou 4 ou 5 fois, ce que je n'ai pas compris, bien entendu, parce qu'on est peut-être un peu... on pense trop au boulot, on n'écoute pas assez à côté. Elle m'a dit, bon, je finirai dans un couvent. Voilà. Et au début, je suis tombé un peu dénu. J'ai dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on en est resté là, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'elle fait. Elle est partie. Non, elle est toute seule, pas loin. Elle habite pas loin de chez mon fils. Voilà. Et bien sûr, moi avec mon fils, on n'est pas très très bien non plus. Voilà, parce que il y a des problèmes, voilà, familiaux assez importants. Voilà. Écoutez, mais peut-être qu'elle s'est réfugiée beaucoup dans la religion, et c'était une allusion qu'elle faisait au couvent. Par allusion à son refuge dans la religion, je ne sais pas, c'est elle qui pourrait témoigner de toute façon. Moi, ce que je vous conseille, Jean-Bernard, c'est d'aller parler à quelqu'un.
d'aller parler à quelqu'un. Au début, vous allez avoir beaucoup de mal. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il y a le barrage qui va sauter et vous allez pouvoir exprimer toute votre souffrance. Parce que si vous nous appelez, c'est que quelque part, quand même, vous êtes capable de parler à quelqu'un. Et je pense que si vous arrivez à ouvrir les vannes et à laisser échapper la souffrance, vos relations avec vos autres enfants iront mieux. Parce qu'ils verront chez vous un changement qui va leur permettre peut-être de mieux parler avec vous aussi. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez aller parler à votre femme. Je ne pense pas que vous revivrez en couple parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées, mais ça serait bien à un moment donné que vous puissiez quand même pouvoir vous parler. C'est-à-dire que vous allez parler, mais vous allez surtout comprendre pourquoi vous n'avez pas entendu. Il y a quelque chose de compliqué pour les hommes aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'on n'entend pas. Moi, je fais un petit exercice, je demande un petit exercice à mes patients hommes. Je leur dis, vous allez essayer d'entendre femme. C'est-à-dire comme s'il y avait deux langages. Et par exemple, tiens, vous viendrez me dire, vous allez écouter, vous n'allez... Et puis ils reviennent en disant, c'est vrai, elle a dit ça, j'y avais pas pensé. Ça m'a fait réfléchir. On est dans l'action, exactement ce qu'évoquait Brigitte. Les hommes sont dans l'action. Les femmes sont beaucoup dans la réflexion. Et à ce moment-là, vous allez agir, vous avez le boulot, et puis beaucoup de préoccupations, donc j'y pense plus. Mais le conseil de Brigitte est important et j'ai le même. C'est essayer de parler avec quelqu'un, ça veut dire avec un psychologue, avec une psychologue, avec qui vous allez parler, mais vous allez vous rendre compte que très vite, c'est vous qui allez comprendre des choses. Et oui, mais j'ai commencé à comprendre aujourd'hui, comme je dis peut-être souvent, quand je me parle, je me dis, mais finalement, j'aurais dû avoir deux vies. Parce que finalement, on ne sait pas tout la première vie. Et bien sûr, on apprend au fil du temps. Voilà. Oui, mais vous savez, votre deuxième vie, elle est devant vous. Et il n'en reste pas beaucoup. Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Et vous savez, ce qui compte, c'est que en finale, quand on s'en va, on ait eu le sentiment d'avoir accompli ce que le destin nous demandait d'accomplir. Le destin a été très dur avec vous, mais il vous reste d'autres enfants, si j'ai bien compris, et vous avez sans doute besoin de pouvoir faire la paix avec eux. Oui. Et puis, votre fils qui est parti, peut-être que si vous allez parler avec un thérapeute, vous pourrez lui parler. Oui. Et vous pourrez sortir tout ce qui a à sortir et qui, pour l'instant, est en vous et qui vous fait mal. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir parlé, parce que je pense que c'était pas si simple. Merci Jean-Bernard. Oui. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le Sexo Conseil du jour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, on va parler de sodomie, Philippe Breneau, parce que c'est intéressant de temps en temps de revenir sur le sujet. On sait aujourd'hui qu'il y a 38% des femmes qui ont pratiqué déjà la sodomie. C'est pas anodin. Il est évident que la pornographie a libéré cette pratique. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On n'a pas à se poser la question. Chacun fait ce qu'il veut. Et je voulais juste rappeler quelques règles. La règle numéro 1, c'est lubrifier. Il existe maintenant de très nombreux lubrifiants et c'est mieux d'utiliser un lubrifiant spécial parce que la salive, c'est pas très très lubrifiant. Et puis la vaseline, c'est incompatible avec le préservatif et puis c'est pas non plus un très très bon lubrifiant. Ensuite, deuxième règle, prenez votre temps. N'oubliez pas d'abord de stimuler bien la zone. C'est pourquoi pas caresser les fesses, le creux des reins, etc. Ensuite, c'est important de d'abord prendre conscience que c'est plus la femme qui doit laisser le temps entre le moment où il y a pénétration, même s'il faut une pénétration douce et pas d'un seul coup, et le moment où on va pouvoir commencer à avoir un coït normal. Et puis toujours le même conseil. Il faut savoir qu'on détend l'anus et le rectum en
poussant, hein, et non pas en contractant. Donc ça c'est important aussi, même si a priori on peut avoir des craintes parce qu'on a peur peut-être en poussant qu'il y ait des matières fécales qui sortent, mais non, il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste de pousser suffisamment pour détendre la zone anale et que ça puisse entrer sans douleur. Voilà. Ça montre bien, Brigitte, dans ce que vous dites, que ça s'apprend. Parce que oui. moi j'ai vu combien de fois des femmes qui disent, lorsqu'on en parle, surtout pas, j'ai essayé une fois, c'est pas bien. Je lui dis, mais c'est normal, parce que c'est pas fait pour. Mais par contre, si c'est préparé avec quelqu'un qui initie, qui connaît, et non pas avec celui qui dit, je vais essayer pour la première fois, ça peut être quelque chose, pour certains voluptueux, ils vont le continuer. Si c'est désagréable, on le continue pas. Mais voilà, comme Brigitte l'expliquait, ça s'apprend, ça se prépare, et à ce moment-là, ça peut être très très intéressant pour certains. Mais oui, ça c'est d'autres sensations, et il y a des femmes qui adorent ça, et je vois pas pourquoi. Bien sûr, avec un petit bémol, non pas un bémol. Vous le disiez bien, Brigitte, il y a 38% dans les dernières études. Enquêtes. Oui, c'est-à-dire qu'on voit depuis 1970 où on a des travaux là-dessus, on voit que ça augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui ont fait cette expérience. Mais la question qui est posée, c'est avez-vous fait une fois dans votre vie une pénétration anale ? 38%. Quand on regarde, par exemple, qu'avez-vous fait dans le dernier rapport sexuel ? La pénétration anale ne dépasse pas 1 ou 2%. Non, bien sûr. Ce qui est pas fréquent. C'est important pour pas se sentir. Vous voyez, il y en a certains qui disent mais je suis complètement nul parce que non, c'est quelque chose qui se fait d'abord, pas tout le temps. 38%, ça veut quand même dire qu'il y a. C'est pas mal. Qu'il y en a plus 50. Qui n'ont jamais fait. Il y en a quand même 54% qui n'ont jamais fait. Donc on est largement. Non, mais je crois si les chiffres. Mais alors je suis pas sûre tout à fait du chiffre, mais je crois que c'est à peu près 10% de femmes qui vont la pratiquer relativement régulièrement. Oui. C'est pas énorme, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais parce qu'à ce moment-là, elles ont été initiées à cela, elles y trouvent beaucoup de plaisir. Et je crois qu'en sexualité, il faut rien s'obliger, mais ne rien s'interdire. C'est ça qui est compliqué. Mais oui. Mais moi, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, la plupart des hommes, ils ont envie d'essayer au moins une fois, comme s'il fallait posséder aussi cette partie-là. Et puis après, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils sont contents. Vous savez, c'est voir Venise et mourir. Enfin, quand même, il faudrait que j'essaie. Et il y a beaucoup de femmes qui disent, mon mari ne supporte pas. Il dit effectivement, quand il y a eu une époque, quand il y avait des romans policiers que tout le monde lisait, il y avait une sorte de passage obligé et qui montrait que on était vraiment un homme si homme cisgenre hétérosexuel, si lors d'un rapport sexuel ensuite il y avait pu y avoir un rapport par pénétration anale. C'est vrai que c'est peut-être un peu différent dans des jeunes générations aujourd'hui. Oui, je pense que il y a moins de stéréotypes du mâle blanc, comme on dit. Exact. Jérôme, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes en pleine séparation en ce moment, c'est ça? Oui, c'était un petit peu le conseil que vous avez donné à l'auditrice de tout à l'heure. Mon épouse a pris son appartement il y a 9 mois bientôt. Oui. Et je sais plus trop comment faire, s'il faut que j'attende. Et vous étiez en couple depuis longtemps? Depuis 20 ans cette année. D'accord. Marié depuis 7 ans. Marié depuis 7 ans. Et des enfants? Oui, 2 enfants. Qui sont jeunes encore? La grande a 17 et la deuxième a 9 ans. 9 ans. Oui. Oui, donc la deuxième, elle est encore petite, oui. 17 et 9 ans. Alors, sur la différence, je pense que, comme dans tous les couples, on est différents, on a des points communs. Ça se passait très bien, on s'est un peu empêché de vivre de peur de se vexer chacun de notre côté. Et on a essayé il y a 3 ans d'avoir un peu plus de liberté, mais de son côté, sa préférence a été un peu plus la liberté. Mmh. C'est quoi, on a essayé la liberté, vous voulez dire que vous l'avez essayé ensemble? C'est comme ça que vous avez... Oui, je pense que
moi, mon amour pour elle a jamais cessé ça a toujours augmenté, mais la différence pour elle, je pense que ça a diminué par rapport au fait d'avoir une vie sociale, entre guillemets. Et il y a 3 ans de ça, 4 ans, et du coup, c'est la vie sociale qui a primé par rapport à la vie de couple, la vie de famille. J'ai pas compris. C'était c'est pas du libertinage dont vous parlez. Ah non, pas du tout. Non. On n'est pas. Non, pas de libertinage. Non. On a pris de la liberté, c'est quoi? Je veux dire qu'on a vécu trop pendant 16-17 ans en famille, entre nous deux, en famille. Et on s'est toujours empêché de faire des choses, des sorties séparément l'un et l'autre. Bien sûr, oui, bien sûr. De faire de se lacter. Je vous pose une question un peu délicate, mais il faut que je la pose, Jérôme. Est-ce que vous croyez qu'elle a quelqu'un d'autre? Ça a été le cas en fait pendant 2 ans. Elle s'est rapprochée justement. On a rencontré des nouveaux amis, un groupe, et elle s'est rapprochée d'une personne ça a duré 2 ans. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vécu, mais ça a été très douloureux. Je suis passé par plein de phases, psy, de dépression, tristesse, colère. Et j'ai encaissé beaucoup de choses. Je me suis dit qu'elle allait m'ouvrir les yeux. J'étais prêt à lui pardonner. Et puis j'ai craqué, je suis allé voir ailleurs une fois. Par vengeance, parce que j'étais persuadé à 200% qu'il y avait eu quelque chose. Elle l'a su? Oui, bien sûr, je m'en suis pas caché, je lui ai dit. Et c'est à partir de là qu'elle est partie? Oui. Oui, enfin ça c'est. Ça faisait déjà 3-4 mois qu'elle cherchait un appart. Parce qu'elle, oui, non mais Jérôme, ça a été le prétexte pour mettre fin à votre relation. Je pense qu'il faut pas regretter cet épisode qui vous a peut-être fait du bien d'ailleurs. Moi, non, je suis très mal. C'est pour ça que je vous appelle. J'arrive pas à m'en sortir et ça fait 3 ans que je tourne en rond bientôt et j'arrive pas à m'en remettre du fait qu'elle soit partie. J'ai traîné pendant 2 ans. À supporter plein de choses, et même devant moi, à la fin, ça venait devant moi, quoi. Mais oui, mais Jérôme, c'est toute la difficulté, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu la difficulté quand on est très amoureux de l'autre qui s'en va, plus il s'en va, plus on est amoureux et plus on est le cocker avec les voyez qui finalement fait qu'elle ne peut plus vous admirer et qu'elle a plus qu'une envie, c'est s'en aller. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle coupe pas tout. Alors pourquoi elle n'a pas été claire? Parce que moi, je suis quelqu'un de droit, fidèle, et je pensais qu'elle était pareille, mais elle a du mal à s'exprimer. Mais parce que Jérôme, elle a quand même encore de l'affection. Elle voit bien que vous souffrez, donc c'est quelqu'un de bien, et elle sait pas quoi faire parce qu'elle veut pas vous faire plus souffrir, et en même temps, elle vous fait souffrir à petit feu, vous voyez. Et puis Et puis vous avez 2 enfants et elle doit avoir pris un appartement peut-être pas loin de façon à ce que les choses soient partagées. C'est ça, oui, ça se passe très bien d'ailleurs. On se voit encore de temps en temps et pour tout vous dire, on se voit même 1 fois ou 2 par mois pour s'entretenir en cachette. C'est pour ça que j'ai toujours de l'espoir que... Ah, vous voyez en cachette. Oui, mais c'est cet espoir-là qui va faire que vous allez la perdre. Moi, je crois, Jérôme, que le seul moyen de peut-être récupérer un tout petit peu de son admiration, et je parle bien d'admiration là, je parle pas d'affection, parce que de l'affection, je crois que vous avez toujours son affection. C'est qu'elle voit que vous êtes un homme, que vous tenez debout et que vous pouvez vivre sans elle. C'est horrible à dire, Jérôme, mais une femme, elle veut pas d'un toutou. Mais oui. C'est ce qu'on me dit on me dit pense à toi, vis pour toi. Mais j'ai fondé une famille, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Mais j'entends bien, j'entends bien. C'est un peu égoïste de penser qu'à toi. Ben non, c'est comme ça que la famille existe. Oui. Peut-être d'ailleurs que est-ce que c'est pas ça, c'est-à-dire ce côté très fusionnel de la famille que peut-être vous portez, qui l'a fait s'éloigner. D'ailleurs, vous le disiez bien, on était totalement une famille, on s'est ouvert un peu, elle a commencé à exister, mais peut-être que il faudrait que vous lui montriez d'abord que vous avez une vie à vous, que
que vous n'êtes pas en permanence attaché et que vous voulez raccrocher les wagons, et elle aura peut-être envie, mais à ce moment-là, vous fondrez une autre famille sur... Enfin, si c'était le cas, hein, je ne veux pas vous dire que ça va venir... Non, mais Jérôme, je suis désolée, c'est quelque chose que je répète souvent, la personne la plus importante, c'est vous. Un point, c'est tout. Je vous écoute et je sais que... Bon, et donc maintenant, je vous donne un ordre. Vous allez vous rappeler de quelles étaient vos idées, vos fantasmes, vos envies quand vous étiez petit. Et vous allez forcément trouver quelque chose que vous n'avez jamais fait et vous allez vous consacrer à cette chose-là pour commencer à nouveau tenir debout. C'est la seule chose que vous pouvez faire, Jérôme. Oui. Et vous le savez très bien au fond de vous-même. Donc un peu de courage. Ouais. Regardez dans vos souvenirs d'enfant, est-ce que vous rêviez peut-être de, je ne sais pas moi, de faire de la peinture, de faire... Non, mais j'ai eu une enfance très difficile pendant 20 ans, sans ma mère, un père violent, alcoolique. Et j'ai rencontré cette femme et pour moi c'était la plus belle chose de ma vie d'avoir des enfants. C'était une réparation. Eh ben oui, mais elle vous a réparé. Vous êtes réparé là maintenant. Donc maintenant il faut tenir debout tout seul. D'accord. Si vous tenez pas debout tout seul, vous allez vous perdre et de toute façon vous allez la perdre. Moi je dis pas ça spécialement pour elle, je dis ça pour vous. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et de vous amuser à faire quelque chose pour vous. Et peut-être pourquoi pas votre fille ou votre fils, hein. Mais pas pour elle. Mais pas pour elle. Le couple de réparation, c'est une étape, et d'ailleurs, elle vous a réparé. Mais on ne vit pas sur l'étape de réparation. Après, vous allez voir comment vous pourrez vivre, soit seul, soit c'est dommage. Si elle tient à vous. La seule chose que vous pouvez légèrement regretter, c'est qu'il aurait fallu faire ça il y a 7-8 ans. Bon, maintenant, faites-le maintenant. Il est jamais trop tard. Oui. Mais si on laisse passer la deuxième chance, on n'en a pas une troisième. Ok ? Bon courage, Jérôme. Bon courage. On fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Renaud et on voit bien que c'est compliqué l'amour, Philippe. On a, je crois que votre livre, il est toujours là aux éditions Les Arènes. Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? Et il faudrait que je le relise. Tiens, c'est pas difficile parce que moi j'ai hésité pendant un an. On a hésité sur ce titre. C'est-à-dire, c'est pas difficile, c'est compliqué, mais quand on sait que c'est compliqué, on va peut-être réfléchir, parce que la plupart des couples qui vont pas bien, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais on voit de quelle façon, si on réfléchit à certains moments du couple, et on vient de le voir avec certains auditeurs là récemment, le dernier, c'est vrai que une réflexion quelques années avant, et très souvent on le dit, si c'était 5 ans avant, c'était 2 ans avant. Il y a des moments, alors c'est une chose nouvelle, moi, que j'ai vue, des très jeunes couples qui viennent consulter. Oui, c'est vrai. Ils viennent de se former. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais on vient vous voir parce que on a bien vu, nos parents sont séparés. On voit bien dans les journaux et on raconte partout comment faire durer le couple. Et on aimerait avoir des éléments. Et on a des sortes de petits kits, des boîtes de survie, moi je dirais, du couple, pour permettre de trouver des trucs et quelquefois d'abord d'apprendre à parler. Exactement, mais c'est vrai que même de plus en plus d'hommes aussi vont en thérapie. Oui. Ça aussi c'est nouveau, donc les hommes sont en train de bouger aussi. Soyons optimistes. Ophélie est avec nous. Bonjour Ophélie, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Ophélie. Donc c'est récemment que vous avez votre compagnon qui vous a laissé un message un peu sec, c'est ça ? Moi j'ai pris. Alors, je suis quelqu'un de très hypersensible en plus, donc ça aide pas. Comme je vous l'ai dit, quand on s'est mis ensemble, je n'ai pas choisi le plus facile pour commencer. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre des fois des choses très à cœur. Mm-hmm. Et on va dire que quand j'ai écouté le message. On va dire que avec ma sensibilité, j'ai capté ce côté que c'était dans l'humour, mais j'ai donné trop d'importance à l'intonation utilisée et aux mots qu'il avait choisis.
Mais c'était des mots qui étaient méchants, qui étaient insultants, qui étaient humiliants. Alors, je suis restée sur le mot vilaine. D'accord, il vous a traité de vilaine. Voilà. Mais voilà, dans la vraie définition du mot dictionnaire, voilà, le mot il est un peu... voilà. Moi, je suis restée sur le mot dans le dictionnaire. Et lui, il utilise des mots avec légèreté, sans... Alors, vilaine, ça peut avoir une note d'humour, je suis d'accord, c'est pas forcément... Mais voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui... Mais, non mais attendez, Ophélie, qu'il vous explique qu'il ait fait ça, qu'il ait dit ça avec de l'humour, c'est une chose. Est-ce qu'il a compris que vous aviez été terriblement blessé? Oui. Il a compris? Oui, il s'est excusé? Oui. Il s'est excusé? Mais plus que excusé, mea culpa, il a trouvé tous les synonymes. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer outre? Oui, justement, parce que sur le coup, moi, j'étais partie pour prendre une décision radicale. C'est bon, c'est terminé, quoi. Et ça aurait été d'être très vilaine, hein, Ophélie. Mais je l'avais tellement mal pris, ça m'avait tellement blessée que voilà. Et au final, on a discuté, il a su trouver les mots, il a su me convaincre, il a su vraiment défendre sa vision des choses et il a pris aussi le soin de comprendre ma vision des choses en discutant. Donc du coup, on a très longuement discuté et on a retrouvé un terrain d'entente et on a bien compris que donner le sens du dictionnaire et l'autre c'était des mots voilà de très il semblerait que là il y a eu une véritable communication, c'est-à-dire une compréhension de chacun par l'autre et que cette épreuve aura renforcé le couple. Puisque vous êtes, voyez, donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que de quelque chose qui aurait pu provoquer la rupture, finalement c'est un socle qui se crée. Le terme que je trouvais intéressant, c'est vous dites alors on a discuté. Ça c'est bien parce que ça s'entend pas beaucoup dans les couples. Les couples ne savent pas discuter. C'est tout ce qu'on dit avec Brigitte depuis 2 heures. C'est que la solution elle est dans un vrai dialogue, c'est-à-dire entre diade, ça veut dire deux, une discussion. Qui fait qu'on va, ce que vous avez dit, on va chacun comprendre, aller chercher dans le dictionnaire. Même, je vous conseillerais même une autre chose. Avec lui, parce que c'est pas jamais terminé ce genre de truc, allez plus loin, allez comprendre, vous pourriez même presque écrire un petit truc sans ChatGPT sur les vilains et vilaines. Au Moyen-Âge, les vilains, vous avez vu ce que c'était? Je connais, oui. Ah bon, alors vous connaissez. Le Moyen-Âge, c'était des rebuts de la société, c'était quelque chose de terrible. D'ailleurs, ça se disait au pluriel masculin. C'était les vilains, ça englobait tous les gens qui étaient presque asociaux. Et alors, je me demande si, pour vous, au-delà de l'étymologie, si ça n'avait pas une connotation dans votre enfance. Parce que vous savez, le problème, c'est qu'on a tous des représentations différentes des mots. Il y a d'un côté, et vous avez raison, les hommes n'y font pas assez attention, parlent comme si ça n'avait pas d'importance. Oh, j'ai dit ça, j'aurais pu dire encore que t'étais une méchante, mais le problème c'est que ça va toucher chez une femme quelque chose qui a peut-être été dit. C'est un mot que vous avez peut-être entendu et qui vous a blessé dans un contexte régional. Souvent, vilain, c'est pas acceptable. Pas forcément, mais effectivement, j'ai été souvent exclue par les autres enfants toutes jeunes. Oui. Pas avec le mot vilain, mais avec le mot sorcière, éventuellement. Oh, mais une sorcière, c'est vilaine. Ah non, c'est bien. Moi, j'aime bien quand on me traite de sorcière. Ah non. Bon, alors, d'accord. Hein, on est d'accord. Mais qu'il fasse attention, parce que vous allez le changer en crapaud, hein, sinon... oui. Donc, écoutez, ça fait plaisir de vous entendre sourire, donc tout va bien. Il y a de l'humour, voilà, il faut discussion et humour. Mais c'est important de comprendre que lorsqu'on a été blessé par un mot de notre compagnon ou de notre compagne,
Faut pas hésiter à le dire. On n'a pas à supporter ça. On est bien d'accord. Et oui, parce que d'abord, l'autre ne sait pas. Alors, il a qu'à faire attention, mais par exemple, les hommes n'entendent pas le discours féminin. Ce que on disait avec différents hommes-femmes, c'est très vrai. Et de la même façon, moi je crois que les hommes doivent faire attention que des mots peuvent être blessants, parce que j'utilise n'importe quel mot. Oh, ça n'a pas d'importance. Les femmes peuvent être également très blessantes. Vous savez, je sais que vous prenez toujours la défense des femmes, mais je vais remettre on va prendre chacun la défense de l'autre genre. Merci en tout cas Philippe Breneau. Je rappelle aussi votre BD pour l'incroyable histoire du sexe aux éditions Les Arènes. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. On sera avec Margot Théroux, sexologue demain. Et on verra pourquoi les Français font-ils moins l'amour. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai.